Bonjour, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve aujourd'hui pour un Back Issues spécial VO pour parler de comics qui sont sortis en VO. Au programme, la nouvelle série Eternals de Marvel, qui permet de remettre au goût du jour ces personnages cosmiques qui auront droit à leur adaptation sur grand écran à la fin de l'année, mais surtout un point sur les titres DC Future State, une parenthèse futuriste du côté de DC Comics. Et tout ce podcast, évidemment, sera enregistré dans cette atmosphère. C'est vrai ? Ça devient Chirac. Merde. Évidemment. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Podcast. On y va quand même ? Oui. Allez. On va pas refaire l'intro puisque vous avez quand même entendu ce dans quoi vous vous lanciez en appuyant sur play avec ce podcast Back Issues pour vous parler donc de comics en langue anglaise. En anglois. J'ai failli fourcher encore une fois, décidément, ce piercing. Des fois, il est un petit peu gênant. Bref, oui. Corentin, bonjour, ça va Oui, toujours. Après ces magnifiques intros, moi, ça peut tout que bien à fait, aller. tout à fait. Il faut savoir qu'il y a eu 3 autres intros d'enregistrer avant celle qu'on a décidé de garder. Et vous ne savez pas pourquoi on a gardé celle-là. Mais ce n'est pas grave. Bienvenue, posez-vous confortablement installés. Si tu veux les enregistrer, dans le micro. Tu commences pas, toi. J'ai envie de dire, voilà, installez-vous confortablement, quoi que vous soyez en train de faire. Réponse A, la vaisselle. Réponse B, les courses. Réponse C, caca, peut-être, on ne sait pas. Vous nous écoutez quand vous voulez, on ne juge pas. Et aujourd'hui, vous allez nous écouter parler de comics en VO. Je sais pas. Eh bien, justement, voilà, Corentin, sais-tu que le mercredi dernier, à l'heure où on enregistre ce podcast, DC Comics s'est lancé dans sa nouvelle entreprise éditoriale, enfin son gros event DC Future State, qui permettra d'amener par la suite la Infinite Frontier au mois de mars. Et donc, on a fait une petite sélection là, il y a 4 numéros dont on avait envie de vous parler dans ce podcast. Mais comme je vous l'ai dit, quand j'avais une intro à la voix super sexy à la Chirac, nous allons d'abord commencer par parler de Eternals numéro 1, la nouvelle série de Kieron Gillen et Esad Ribic, qui nous arrive donc en ce début d'année avec 25 couvertures variantes, non, je crois, ou 36, je sais plus combien ils en ont fait, mais oui, c'est un truc de débile. Voilà, un nombre incalculable de couvertures variantes qui a été proposé pour ce numéro 1 qui est censé un peu remettre l'attention portée en lumière les Eternals, puisqu'ils auront droit à leur adaptation sur grand écran d'ici la fin de l'année avec le film de Chloé Zhao. Corentin, j'ai envie de dire, qu'as-tu pensé de ce premier numéro ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est pour ça que je l'ai posée d'ailleurs. Allez, on passe à la suite. Yes. Non, j'ai pas tout compris. Très honnêtement, les Eternals, c'est pas l'équipe que je maîtrise le mieux. Il est con. Ta gueule. Dans le catalogue Marvel. Alors, de ce que je comprends, effectivement, il y a une sorte de propos sur le cycle perpétuel de ces personnages qui sont amenés à mourir, ils sont éternels, ressusciter. Voilà, c'est ça. Et quelque part, il y a un côté c'est l'éternalité assez intéressant. C'est Gillen du coup qui écrit. Kieron Gillen. Ouais, assez intéressant sur justement l'espèce de cycle perpétuel comme les Inhumans, justement de cette équipe qu'on sait pas trop, dont on ne sait pas trop quoi faire et qui finalement finit par disparaître puis par revenir. On a un Icaris qui justement est très robotique dans la façon dont il agit. Il se réveille, il sait déjà ce qu'il a à faire parce que c'est un cycle sans fin. Et puis après, voilà, il y a une sorte de petite promenade dans New York où même eux ont l'air complètement paumés, complètement hallucinés. Mais quelque part, c'est pas trop mal dans le sens où ça mime un peu aussi le sentiment du lecteur qui arrive ou qui reprend cette série et qui ne sait pas qui a pas besoin forcément de savoir ce qui s'est passé avant, puisque lui-même, le personnage ne le sait pas, il va devoir le découvrir. On invite, si tu veux, le lecteur à mimer la pensée du personnage principal. Mais c'est vrai, mais du coup, ça fait un peu méta-propos, ce qui est bizarre c'est un numéro 1 qui, en plus, comme on l'avait déjà dit pour le Taskmaster et pour, aide-moi, le personnage
Page qui est dans The Falcon and the Winter Soldier. Bah, c'est soit The Falcon, soit The Winter Soldier. Le troisième. US Agent. l'US Agent, voilà, l'US Agent. C'est l'espèce de produit de commande qui finalement répondent pas forcément à un besoin très précis, parce que moi, personnellement, qui connais peu les Eternals, je vous le dis, j'espère qu'on n'entend pas la perceuse derrière, j'étais un peu perdu. Du coup, donc je sais pas si c'est vraiment le truc perméable à conseiller aux gens qui, comme moi, voudraient un petit peu en apprendre plus sur les Eternals, mais en tout cas, on peut dire que c'est effectivement intéressant, on peut dire que c'est très joli. Effectivement, Ribic, donc, qui est un mec qui se fait de plus en plus rare au fur et à mesure du temps. La dernière série vraiment de fond qu'il avait dû faire, c'était cette série indé. Versus. Aftershock, ouais. Versus. VS, non, c'était chez Image Comics, hein. C'est Image ? Ouais. Ah, ok. Bah, c'est très joli. Apparemment ça s'est mal passé en interne. C'est pas bien passé du tout. Il m'avait dit ça quand je l'avais vu à Lyon, à une des dernières Lyon Comic Con. C'était il y a 2 ans quand même déjà. Je crois que c'était en 2018, du coup, 2019. Non, en 2021. Donc en 2019, je crois. Ou 2018, je sais plus, enfin bref, pas important. Non, on s'en fout pas. On s'en fout de quand c'était, oui. Mais on s'en fout pas de ce qu'il m'a dit. Où effectivement, il m'avait dit qu'il voulait plus, pour l'instant, enfin, clairement, qu'il voulait pas retravailler sur ce projet, qu'il voulait pas lui donner de suite, parce que de toute façon, ce qui s'était passé, c'est que grosso modo, par rapport à ce qu'il avait en tête et le résultat final, c'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Il était assez déçu de cette expérience. Et quand il m'en a parlé, il était pas très, tu sais, sa mine s'était renfrognée tout de suite, tu vois. Il était pas très, c'était encore assez frais pour lui, je pense, à ce moment-là. Tout à fait, mais après, donc Ribic, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'un des plus fidèles, on va dire, collaborateurs de Jason Aaron sur son très long run de Thor. Il a fait les débuts, il a fait la fin. King Thor, qui était extraordinaire encore une fois. Donc c'est ce mec qui a un style peint inspiré par la fantasy à la Frazetta, une fantasy très Conan. D'ailleurs, il avait fait un numéro de Conan silencieux sur l'origine, on va dire, de Conan, qui n'était pas un numéro d'origine en fait, qui était juste un numéro, une réflexion artistique sur le personnage de Conan. Un numéro silencieux. Tout à fait, effectivement, qui était. En fait, chaque participation de Ribic à un projet est toujours agréable parce que c'est vraiment. Je dirais pas que c'est une brute au dessin, parce que c'est même pas du dessin, c'est comme Alex Ross, tu vois, c'est vraiment c'est un mec qui mériterait d'être exposé en galerie, probablement qu'il l'a été ou qu'il le sera, et c'est vraiment une chance de l'avoir sur le début de la série. Le piège, c'est qu'évidemment on sait qu'il ne fera pas toute la série, et que bah forcément le comparatif risque d'être un peu violent une fois qu'il sera remplacé. Ça dépend qui y mette à la place, hein. Oui, pourquoi pas, effectivement. Cela dit. Ouais, mais enfin quand même, là, du coup, ça part sur un truc qui est vraiment très olympien, très grand, tu vois. Le temple des Eternals où Icaris se réveille, et, tu sais, quand il se lève, le décor fait son costume. C'est vraiment très divin, très poétique et très beau. Mais maintenant, effectivement, bah, pour l'instant, il faudra probablement que je fasse des recherches, mais à part une tarte graphique, j'attends de voir un peu où ça va, quel va être le propos justement que va développer Gillen, si c'est vraiment une sorte de réflexion méta sur la continuité éditoriale, les reboots, les relaunchs et le fait qu'on n'arrive pas forcément à savoir quoi faire des Eternals, c'est qu'il faut les recycler comme ça perpétuellement dans le temps. Ça peut être très intéressant. En attendant, pour le moment, il y a des très belles planches, des très beaux monstres, une perspective de retour d'un certain vilain. On sait très bien que le personnage en question est lié justement aux Eternals et que là encore, ces différentes disparitions amènent régulièrement un retour systématique. Donc ça peut être vraiment très intéressant, il faut vraiment voir où ça va aller. Bon, en attendant, on sait que Gillen est en très grande forme, en tout cas en indé, et que, enfin, tu me diras, la série Marnus Calgar est chez Marvel aussi, mais il est très en forme en dehors des super-héros, donc ça peut être intéressant. Moi, j'ai confiance en lui, j'espère juste, encore une fois, que ce sera pas trop repoussoir pour les nouveaux, on va dire, quoi, parce que c'est vrai que c'est pas forcément la continuité la plus simple, celle des Eternals. Donc voilà, et toi, et en même temps, non, mais en même temps, t'as quand même l'auteur qui essaie de bâtir, qui fait un petit peu comme Jonathan Hickman sur les X-Men, en fait, à essayer de construire en fait un peu le monde avec des pages intercalaires qui expliquent la nouvelle disposition, où on te dit quand même qu'il y a 100 Eternals et 100 déviantes, donc qui sont les versions corrompues un petit peu de ces manipulations qu'ont fait les Celestials sur les humains à l'époque, quoi. Et donc voilà, ça permet, c'est du world building, quoi. Vraiment, ça permet de construire un peu cette nouvelle mythologie. Il y a même comme dans Sovex le côté résurrection. Ouais, aussi, ouais, carrément. C'est un book qui fait penser à ça, le début en tout cas. Après, encore une fois, la ligne de fuite du scénario est pas aussi claire, mais ça peut être une petite révolution dans le world building, comme tu dis, de cette partie de l'univers Marvel. Donc ouais, en effet, à ce niveau-là, c'est vraiment très très joli. Puis tu as quand même ce compagnon donc de Icaris qui est là pour justement pour accompagner et présenter un petit peu tout ce qui se passe, essayer de se remettre dans le bain. Donc alors je suis pas du tout, je suis comme toi, je suis pas expert sur les Eternals. Pour le moment, ce sera un sujet qu'il faudra approfondir, notamment parce que c'est bien, le film servira de leitmotiv un petit peu pour faire ça. Mais ça reste, voilà, je trouve que même quand tu connais pas des masses, ça reste prenant et t'as envie d'un peu de partir à la découverte de ce monde.
effectivement, sur les planches, c'est très beau. Par contre, moi, j'ai juste ce reproche à faire parce que je le vois, c'est vraiment Rebic, quand tu décalques, en fait, quand tu copie-colles ta case dans un fichier Photoshop, ça se voit du coup, puisque tu as 3 fois, en fait, Icaris, tu sais, qui a ce visage un petit peu tourné vers le haut comme ça. En fait, il apparaît à plusieurs reprises dans le numéro, donc, enfin, juste. Trois fois vraiment dedans et bah voilà, je trouve que c'est un petit peu dommage quoi d'avoir ce genre de tour de passe-passe. Mais est-ce que Icaris dit wesh? Non, il ne dit Avec un pas, C. il ne dit pas wesh quoi. Mais du coup, voilà. Bon, ça va, alors. mais du coup, voilà, juste ça, c'est un petit écueil parce que c'est vrai que le reste du numéro est super beau et quelque part, si ça lui permet de livrer les 6 premiers numéros à temps, bah, on ne va pas s'en plaindre. Donc non, c'est entraînant. Clairement, c'est entraînant et bah, à suivre de toute façon. Karen Gillan, on sait que c'est quand même un très bon auteur qui tape rarement à côté, j'ai envie de dire. Donc à voir vraiment ce qui est prévu pour la suite, si ça a plus d'ampleur qu'un simple combat contre ce personnage effectivement très lié à cet univers. La page finale, elle déchire quand même, je trouve. Il y a un très beau rapport de puissance, une très belle stature. C'est des personnages, voilà, il y a une stature cosmique, tu vois, il y a une stature divine. Rebic, effectivement, c'est quelqu'un qui est fait pour ça, tu vois, qui a clairement ce genre de la même façon que pour King Conan, un peu, tu vois, c'est les personnages qui ont une stature, tu vois, au-delà de leur apparence physique vraiment stricto sensu, ils ont une présence et son dessin, cette peinture, ça lui permet de vraiment donner cette présence et de la coucher d'un point de vue visuel. Donc c'est juste déjà ça, c'est une petite victoire en soi. Petite édition oversize, tu sais, toujours, toujours dans mes nouvelles lubies maintenant, c'est les grands formats pour les grands artistes, quoi. Donc voilà, non, mais à suivre, clairement, à suivre. Oui, bon après, peut-être pas 30 variantes, mais... Non, alors là, par contre, oui, mais le truc, ça fait chier, tu vois, ça c'est vraiment le truc qui casse les pieds. Arrêter de faire, ouais, faut dire à Marvel d'arrêter d'avoir ce genre de technique de vente pour gonfler les précommandes de façon complètement artificielle. Je veux dire, vous avez Kieron Gillen et Zad Ribic, c'est des énormes noms dans cette industrie. Ils font vendre. Les Eternals qui sont déjà un des gros films de l'année pour Marvel. Ouais, non, mais c'est ça, mais il n'y a pas besoin en plus de rechercher à en faire autant. Alors oui, c'est bien, ça a donné du travail à 36 artistes différents si tu veux, mais... Mindier. T'en fais, mais même 10, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup quand même. Déjà 10, c'est beaucoup, donc enfin ouais. Non, mais c'est ridicule et fuck Marvel. Voilà. Non, mais ça m'énerve, tu vois, moi. Ça m'énerve. Parce que du coup, ça jette l'opprobre sur un numéro qui, au demeurant, est agréable. Et... Ouais. Voilà, après, rien n'oblige. Enfin, tout le monde peut se contenter d'acheter juste la version régulière. Oui, mais tu sais comment ça marche. Enfin, les libraires, ils ont un budget pour faire leurs commandes, ils ont une place sur les étals qui est ce qu'elle est, et les lecteurs eux-mêmes ont un budget particulier en fonction des artistes et tout. Donc non, mais je trouve ça bête, moi perso. Ça m'énerve. Voilà. Je suis énervé. En plus, on sait très bien que les 37 ne seront pas inclus forcément dans l'album VF après chez Panini. En même temps, oui, 37 pages pour ça. Bah moi, je m'en fous. Mettez-les. Non, tu me diras non, recto verso, ça fait 18 pages en plus. Ouais, mais tu sais parfois il les regroupe par 2 ou par 4 sur les pages et je trouve ça vraiment toujours dommage quoi, parce que bah tu t'apprécies moins le travail de ces artistes qui ont quand même bossé pour faire le truc, mais bon, enfin bref, on s'en branle des variantes, on s'en fiche des variantes, ne soyons pas trop vulgaires et passons à la suite de ce Back-Issues VO. Alors en ce moment vraiment il y a un gros truc, forcément ça va un peu monopoliser notre attention, mais pas que, on vous parlera d'indé aussi, ne vous inquiétez pas, ça reste très très important pour nous, mais on fait un petit focus quand même dans ce numéro de début d'année avec la première semaine du DC Future State. Death Metal s'est aussi conclu en cette première semaine du mois de janvier, et du coup on va pas en parler parce que c'est nul, c'est nul. C'est nul, c'est incroyablement nul. C'est de la... mais vas-y, Scott Snyder, mange tes morts tranquillement. Voilà, non, je m'en prends pas à la personne, mais il y a tout, enfin c'est... Non, mais non. À un moment donné. Non, mais le ton travail, par contre, enfin, c'est quand même incroyable de se dire que le mec, il a pu écrire des trucs tellement cool, il a pu écrire des trucs vraiment bien, et en même temps, il est capable de pondre ce genre de trucs-là. Ah, ça m'énerve. C'est insupportable, vraiment. Mais en tout cas, c'est fini, et ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour démarrer 2021. Death Metal, c'est fini. Scott Snyder, il a dit, il a 2 autres projets chez DC Comics, mais après, ce sera plus du Black Label. Là, il nous fout la paix maintenant avec ses métalleries. Casse-toi. Calme-toi. et reviens plus mettre les pieds sur l'univers d'ici canon. Donc maintenant on respire avec cette parenthèse futuriste qu'est le DC Future State, qui nous emmène à différents moments dans une timeline de ce nouveau multivers recomposé en plein mouvement, qui est un petit peu
le berceau de moult possibilités, qui est un peu, si tu veux, la traduction ésotérique de dire en fait on s'en fout un petit peu de ce qu'on fait, l'important c'est qu'on va juste le faire et puis tant pis si les histoires collent pas les unes entre les autres. Je sais plus, quelqu'un m'avait dit que oui, que Death Metal ça respectait sa continuité ou son passé en voulant tout faire coller. Non, en fait c'est pas une question de respect, c'est juste qu'ils ont pas l'éditorial en fait pour à réussir à tenir plus de 2 ans de suite en fait une continuité installée entre leurs divers titres. Et plutôt que juste le reconnaître et de dire bon, en fait, on n'y arrive pas, les gars, donc on s'en fiche, c'est pas grave, on raconte des histoires. Ils sont obligés de te bricoler un event qui dure 7 mois avec 13 millions, enfin avec 13 tie-in et tout 13 ça, millions pour de essayer de tie-in. te justifier par des concepts complètement débiles et mal écrits surtout, c'est ça qui est terrible en fait, pour te justifier en fait que maintenant en fait ils ont une sorte de multivers infini qui permet d'avoir tout ce qu'on veut sur n'importe quelle terre et n'importe quelle timeline, comme ça, Aller, voilà. hein, ça va aller. Enfin bref, non mais la justification est vraiment éclatée au sol. C'est Arnaud syndicaliste Mais, aujourd'hui. l'exécution, écoute, pour l'instant, voilà, le Future State, ça se passe quand même a priori sur la même planète, juste pas à des points temporels qui sont un petit peu différents. Et donc, on va parler de, voilà, on s'est dit, il y a 6 numéros qui sont sortis dans le premier lieu. On va en parler de 4 vraiment dans ce podcast. Et pour les 2 autres, je crois que à l'heure où ce podcast sort, vous aurez eu une petite critique à 4 mains, voilà, pour faire un petit premier bilan. On va essayer de vous faire ça à l'écrit sur Comics Blog, vu qu'on rédige dessus, pour voilà, comme ça, vous aurez un peu un suivi à l'écrit de Future State. Et pour certains numéros en particulier, ben, on les abordera plus en détail dans les back issues VO, comme quoi être complémentaire parfois, c'est pas mal, hein, Corentin. Oui. Alors par contre, on commence par The Next Batman, qui est quand même la publication qui était peut-être la plus attendue, puisque The Next Batman, donc c'est un format anthologique, ça coûte 7,99 $ pour avoir trois histoires en une. Ça adopte un petit peu le format au final des anthologies, enfin le format anthologique des soft covers anciennement kiosque qu'on n'a pas réussi avec, voilà, juste plusieurs numéros d'histoires différentes. Et d'ailleurs, hein, on vous l'avait déjà dit dans un dernier front page que ce modèle d'anthologie, c'est ce qui va être continué d'être utilisé par la suite chez DC Comics à partir du mois de mars avec Infinite Frontier et des backups qui seront plus étendus dans certaines séries régulières. Donc là, on a donc le titre The Next Batman de John Ridley Ford et Nick Derrington, qui est, on va dire, le hors-d'œuvre, l'attrait principal, puisque notamment, on le sait, sous le masque de ce Batman se cache quelqu'un d'autre que Bruce Wayne. C'est dit dans le numéro, on ne sait pas qui c'est. On sait déjà qui c'est, parce que DC Comics a été assez malin pour spoiler l'identité avec une couverture variante. Si on ne se contente que de lire ce numéro-là, on ne sait pas encore qui est ce Next Batman, et on te présente surtout une Gotham donc futuriste, qui est devenue vraiment une ville policière, il est régi par The Magistrate, on ne sait pas qui c'est, une entité, voilà, qui fait office un petit peu de juge, bourreau, exécutif, là, je sais plus comment on appelle ça. Oui. Jury, j'ai plus le sens de la formule. Juge, jury et bourreau. Voilà, merci. Et qui a interdit tout port de masque dans Gotham City, alors que bon, quand même, il est un peu obligatoire. Le quiz m'amène, c'est rigolo ça. C'est très très rigolo, dis-moi, Corentin. Non mais voilà, c'est-à-dire que ni les super vilains, mais ni les super héros masqués n'ont le droit d'exercer leur activité. Alors c'est bien pour les super vilains, c'est un peu moins bien pour les super héros. Et donc voilà, dans cet état policier, dans cette ville policière, quand même, un Batman essaye de lutter contre cette forme de tyrannie, tout simplement, de dictature. C'est-à-dire que ceux qui portent un masque sont abattus. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est pas ultra cool. C'est grosso modo, on t'explique que dans ce futur-là est arrivé quelque chose qui a fait que l'État s'est radicalisé avec effectivement cette prise de pouvoir, mais c'est localisé à Gotham City. Et toutes les séries de The Next Batman plus Harley Quinn se passent bien dans la même continuité, donc on garde une cohérence temporelle et d'univers. Il y a quelques changements pour tel ou tel personnage, mais dans l'ensemble, c'est effectivement assez simple d'accès, on va dire. Voilà, donc ce Batman, hein, c'est pas Bruce Wayne. Il s'y rapporte un petit peu, mais en tout cas, en tant que Batman, il est dans les rues et il essaie justement de protéger toujours la veuve et l'orphelin, on va dire, mais en même temps, il essaie de protéger aussi des gens qui se perdent un petit peu, comme ce duo de frères, voilà, qui essaie de rentrer dans une sorte de gang de Bane quelque part, et qui en fait qui se perd, qui se perd dans ses choix de vie et qui doivent quelque part être aussi protégés de la police qui, elle, abat les gens masqués à vue. Donc un Batman qui doit jouer sur tous les terrains une fois de plus. Et ça, ce rapport à la police, quand il est pourchassé notamment par la police, c'est antédiluvien dans l'histoire de Batman, puisque Batman Year One, ce genre de choses-là, quand il n'était pas un ami de la police. Oui. On y revient encore une fois.
Qu'as-tu pensé, Corentin, un petit peu de cette chose-là? Est-ce que ça... Je trouve quand même que ça n'apporte pas grand-chose encore en termes de récit, et c'est d'autant plus frustrant que l'on sait, pour le coup, parce qu'on suit cette actualité, qui est ce nouveau Batman. Quelque part, le lecteur un peu attentif peut deviner, grosso modo, mais on attend peut-être encore de la part de John Ridley aussi un propos, surtout, enfin un Mais propos... il y a un propos, c'est juste qu'il est pas encore... Enfin, c'est pas un bon numéro d'introduction. C'est plutôt ça, moi, qui me pose problème, c'est que effectivement, même le contexte social est pas forcément aussi bien défini que ça. Après, il y a des bonnes idées, par exemple, comme tu disais, le gang de Bane, donc qui se tient dans un quartier qui s'appelle Little Santa Prisca. Donc voilà, on imagine Little Mexico, parce qu'effectivement, Bane, dans l'univers de Batman, c'est l'allégorie du dictateur du Sud, enfin du sud des États-Unis, je veux dire, donc de l'Amérique latine. Là, on voit que John Ridley fait une parabole avec les gangs latinos de Los Angeles, bon, qui en l'occurrence Gotham est plus souvent associé à New York ou Chicago, mais donc là, effectivement, il y a cette espèce de côté, les petits gangs, un petit peu comme les Bloods et les Crips, où ils portent tous un masque de Bane comme signe distinctif, et le masque étant effectivement un motif d'être abattu à vue. Bon, déjà, c'est pas super intelligent de la part de ces gangs de porter un masque, mais le symbole est pas dégueu. Tu vois, c'est vrai on se sert rarement de Bane, justement, comme allégorie de l'Amérique latine aux États-Unis, alors qu'on sait que... étant donné que les latino-américains sont comme la principale source d'immigrés plus ou moins légaux, et que c'est une communauté très, très, très précarisée aux États-Unis, il y a aussi beaucoup de problèmes qui se posent par rapport aux gangs là-bas, et c'est finalement assez bien fichu comme parabole. Donc là, on voit effectivement que John Ridley veut faire de la justice sociale, que le propos sur le magistrate et compagnie parle d'un bon sentiment, qui est grosso modo de rendre à la police son rôle de méchant, parce que c'est vrai que dans l'univers de Batman, en général, la police est plutôt amicale et plutôt sympathique. Puisque voilà, Batman lui-même, étant un justicier, collabore avec les flics que sont Gordon, Bullock, etc. Et c'est un problème qui revient régulièrement. Mais ça s'est jamais fait sans heurte, puisque la police, elle est corrompue à Gotham City. Au départ, oui. En fait, au départ, c'est que la police est corrompue, ce qui fait que ça motive l'action de Batman à agir, parce que les flics ne font pas leur boulot. Et ensuite, ils travaillent avec eux main dans la main. Et c'est un truc qui revient régulièrement sur la table, c'est le côté est-ce que Batman est de droite, puisque Batman, quand même, est un agent du système quelque part. C'est un flic sans badge qui viole la loi pour pouvoir avoir des résultats que n'aurait pas la police normale. Est-ce que c'est un peu un Alexandre Benalla qui a réussi, quoi? Oui, oui, peut-être. Et là, en l'occurrence, du coup, Ridley parce que on peut quand même dire que son Batman est noir, parce que John Ridley donc est un scénariste noir qui est engagé sur les causes afro-américaines. Scénario qui a été oscarisé pour le scénario de 12 Years a Slave, Slave. Effectivement. Et donc là, il va rendre à la police ce côté police fasciste, état policier, qui tue les citoyens à vue, etc. Donc pour l'instant, effectivement, le problème c'est que ça dit pas grand-chose de plus que cette espèce de première mise en bouche. Et qu'il y a que 4 numéros, donc j'ai un peu du mal à voir comment il va mener sa barque. Ça fait très origin story, sans forcément vouloir bien l'avouer. Même les lambeaux, entre guillemets, de l'univers Batman classique, que sont justement Gordon, Wayne, les autres Robin, etc., on se demande un petit peu où ils sont passés. Dans d'autres séries, justement. Oui, voilà, mais justement, c'est pas évoqué dans la série principale, qui normalement devrait être le point de jonction absolu. Non, je suis pas d'accord avec toi. Le rôle de Batman, c'est aussi un rôle fédérateur, normalement. Tu vois, oui, mais là, c'est une série qui se concentre sur ce Batman-là en particulier, qui n'a pas vocation à parler d'autres personnages. Donc, mais justement, c'est mal défini, parce qu'on sait pas qui a filé à ce Batman-là les clés de... tu vas le découvrir, ça. Mais je sais bien, je dis juste que c'est pas très introductif, voilà, c'est ce que je dis. Donc voilà, pour l'instant, moi je trouve ça quand même assez encourageant. Les planches de Derrington, évidemment, sont géniales, la colo est top. Symboliquement, on voit effectivement que Ridley veut faire de la justice sociale, mais peut-être parce qu'effectivement, j'ai l'impression, je t'ai posé la question avant qu'on enregistre d'ailleurs, si j'avais pas loupé un épisode en fait, parce que moi je n'ai pas fini Death Metal, donc je me demandais si à la fin de Death Metal il n'y avait pas une sorte de point d'ancrage scénaristique qui expliquait un petit peu le nouveau statu quo. Et effectivement, tu m'as dit que non, et là du coup je trouve que par exemple le Magistrate et l'état policier qui va avec, etc., sont quand même, c'est balancé d'un coup, tu vois, et du coup t'es pas forcément très au fait de ce qui se passe, ce qui pour moi est peut-être un petit peu le plus gros problème. Après on sait que c'est pas forcément une continuité qui est amenée à plus ou moins, plus ou moins quand même, hein. C'est quand même, on l'a déjà dit, mais Infinite Frontier, il y aura des intrigues qui vont se passer un peu avant, il y en a d'autres qui vont être dans la continuité de ce qui a été fait, donc c'est pas non plus quelque chose de complètement jetable. Après, le fait que on ne sache pas qui est le Magistrate, c'est parce que c'est clairement ton point d'accroche, c'est-à-dire que au bout de ces 4 numéros, a priori, on va quand même te dire qui est derrière ça et pourquoi ils ont fait ça. Voilà, moi j'attendrais plutôt les numéros qui se passeraient un petit peu avant, pour comprendre
je te dis, à mon avis, il y a un dispatch qui est pas évident dans l'ordre de publication parce que pour moi, il aurait c'est fallu. juste toi qui comprends pas. Hein. Non, mais il aurait fallu un DC Universe Rebirth, tu vois, un numéro qui te donne des lignes de fuite. Non, ça tu l'auras pour Infinite Frontier. Bah oui, je sais, mais du coup, je trouve que le dispatch est pas évident. Et voilà, bon, après, ça reste quand même pour moi une bonne lecture et assez encourageant dans ce que Ridley peut vouloir faire avec ce Batman-là. Et les autres histoires alors? Alors, les autres histoires, Parce je que suis d'abord, beaucoup moins enthousiaste on que a toi. d'abord Outsiders. Ouais, Donc c'est écrit par Brandon Thomas et c'est dessiné par Sumit Kumar, qui est donc le dessinateur que vous avez pu voir sur This Savage Shows, par exemple, en VF cette année. c'est joli, faute de mieux. Et je parle des deux en même temps ou... Non, d'abord de Outsiders. D'accord, bon alors moi personnellement je suis pas forcément un très grand fan des Outsiders de base. Là voilà, on retrouve l'équipe plus ou moins reconstituée, il y a des membres originaux, il y en a des nouveaux, et notamment Signal. un personnage que tout le monde adore, qui est le Signal, le Batman jaune. Qui a pas du tout été forcé en plus ces dernières années, quoi. Non, pas du tout. En plus, il a brillé. Il a eu plein d'arcs hyper intéressants dans lesquels on a pu apprendre à le découvrir. Tu te rappelles de celui où là, hein? Ouais. Celui-là, là, tu vois, génial. Ouais, il était bien. Hein. Ice North, tu te souviens, ouais, incroyable. Tout le monde était surpris. Alors que on l'avait vu venir. Non, mais vraiment, le Signal, pour le coup, voilà, personnage hautement en fonction. Et c'est encore une fois, hein, tu peux te demander où sont passés les personnages classiques de Batman quand justement les Outsiders sont si peu. Enfin, il y a une histoire des Outsiders et de Batman, mais elle n'est pas forcément aussi importante que ça au vu de ces dernières années. Non, après, t'avais quand même une série à côté, Batman and the Outsiders, ces dernières années, qui était pas mal, qui était pas trop mal. Ouais, quoi. mais la mettre là, dans The Next Batman, les Outsiders, enfin, je trouve ça ultra secondaire par rapport à d'autres personnages de la continuité Batman, tu vois. Parce qu'ils sont, comme dit, je pense qu'ils se les gardent pour d'autres titres. Il faut savoir que voilà, que ce Outsiders et celui dont on parle juste après, qui est donc le Arkham Knight, c'est un peu, ça fonctionne comme des ajouts, enfin les gros backups quand même, parce qu'il y a de la pagination quand même, hein, c'est des histoires complètes. Mais voilà, c'est des backups qui sont en alternance avec d'autres titres qui permettront aussi d'avoir voilà, ces autres personnages-là. Après voilà, moi personnellement, l'un et l'autre ont les mêmes problèmes, c'est que ces deux séries d'équipes, là encore dans un contexte qui a vocation à montrer un petit peu ce qui se passe en dehors de la trame principale que va vivre ce nouveau Batman. Et je trouve ça pas passionnant. C'est intéressant, mais il y a un recours un peu trop facile au côté futuriste avec des nouveaux costumes assez robotiques, assez bullsor, avec des lumières partout. Le titre Arkham Knight, par exemple, est pas désagréable à regarder, mais je trouve qu'il y a un déséquilibre au niveau des couleurs, au niveau des designs, qui font encore une fois assez bourrin, assez beauf. Et... grosso modo, c'est un peu comme si le dessinateur, donc c'est Jack Herbert, je crois, c'est comme s'il avait joué à Arkham Knight, le jeu, et qu'il s'est dit, vas-y, je vais refaire tous les personnages dans ce délire-là, donc avec beaucoup d'armure, beaucoup de tech, vraiment un truc très technologique, alors que Sumit Kumar, c'est un peu futuriste, plus, je sais pas, je dirais cyberpunk par défaut, quoi. Ouais. Ça me fait penser un peu à Reich et Valiant, tu vois, vraiment, notamment avec Katana, forcément, puisqu'on parle de samouraï. Mais par contre, enfin, il y a quand même, enfin, tu vois, l'action, elle est ultra léchée sur le dessin de Kumar, qui est quand même une certaine force. Et puis le design de Black Lightning, par contre, il déchire, quoi. Mais moi, c'est vraiment la crainte que j'avais par rapport à Future State. C'était. Et ça, franchement, c'est mortel. Oui, c'est joli, oui. Mais il y a un problème que j'ai en fait avec le côté futuriste chez DC, c'est que j'ai l'impression que les artistes chez DC ne savent pas imaginer le futur autrement que comme on l'imaginait dans les années 90, avec des grosses armures robotiques, des espèces d'épées d'énergie, des espèces de tirs de limite de blaster, tu vois, où tout le monde a un propulseur dans le dos, etc. Et enfin, je veux dire, il y a d'autres visions de la robotique, d'autres visions du futur, d'autres visions du design aussi. Et franchement, moi, je veux pas être méchant envers ni Kumar ni l'artiste de Arkham Knights, mais enfin, je trouve ça vraiment pas beau, quoi. Enfin, pas beau, pas techniquement, artistiquement, ça tient debout, mais ça n'a pas d'énergie, quoi. C'est vraiment la Gotham futuriste. Archétypal, alors que justement, par exemple, ce que fait Nick Derrington avec sa Gotham à lui, déjà son Batman reste un Batman normal, avec des gadgets habituels, le grappin et compagnie. Il a pas d'un coup un pistolet laser ou une épée. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Et là, on s'éloigne de la Gotham que j'aime, tu vois, justement, on va vraiment vers une Gotham, comme tu disais, cyberpunk, mais cyberpunk américaine, tu vois, donc vraiment... David Ayer, tu vois, c'est cyberpunk, mais tout le monde est surarmé et tout. Alors qu'il y aura peut-être Katana. Le design n'est pas idiot en plus, qu'effectivement, il y a un historique des samouraïs japonais avec des robots, etc., et des armures robotiques. Mais là, je sais pas, Katana, pour moi, elle appelle à autre chose. C'est une sorte de ninja aussi. Elle est plus fluide, elle est plus aérienne, plus féminine, plus élancée. Elle est quand même vachement athlétique là-dedans. Oui, mais bon, ça reste quand même l'athlétique avec un costume de 200 kilos, quoi. Donc, je sais pas, moi, en fait, aucune de ces deux séries-là m'ont convaincu vraiment. Je trouve ça limite dommage, justement, de les avoir mises dans ce premier numéro-là. Mais voilà, après, elle pose encore une fois le contexte du magistrat, de la nouvelle police, des forces spéciales qui sont envoyées à Gotham City.
ça donne du contexte. Arkham Knight, je pense, c'est peut-être le parent pauvre des deux. Ouais, clairement. Parce que scénaristiquement, déjà, t'as du mal à t'attacher à ces personnages. Donc là, c'est Paul Jenkins qui écrit. Voilà, et puis même, encore une fois, le design de l'Arkham Knight, c'est quand même juste un Batman avec des yeux qui brillent et gris, quoi. Donc, Alors pour le coup, c'est la version Arkham Knight qui a été réintroduite quand Peter J. Tomasi avait repris Detective Comics. Voilà, c'est juste pour dire qu'ils l'ont fait revenir. Voilà, c'est pas... Mais ça, voilà, je comprends pas trop pourquoi maintenir ce copyright-là. Enfin, Bah parce que c'est un personnage qui plaît, tout simplement, c'est tout. Vraiment ? Il te plaît, toi ? Moi, non, mais je ne représente pas, et heureusement, la majorité du lectorat de DC Comics. Sinon, on aura un DC 100% qualitatif. Je pense qu'il plaît aux ricains, à mon avis. Tu vois. Ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà. Bon, pour ce numéro 1, vraiment, je retiendrai vraiment que la série The Next Batman. Plus que, pour l'instant, les compartiments annexes, on va dire. Et c'est un peu le même problème, enfin c'est le problème inverse que j'ai, on n'en parlera pas aujourd'hui mais parce que j'ai lu récemment Superman, du coup c'est un peu l'inverse et je trouve que les compartiments annexes du coup marchent mieux dans Superman que dans la série principale, mais bref. Ouais, bref quoi. Voilà, tu veux donner ton avis ? Non. Mais si. Bah je l'ai dit mon avis là. Non mais pas assez. Développe, fais un monologue. Tu vois, c'est super rafraîchissant. Non mais j'aime pas faire ça moi. Ok, d'accord. J'ai pas envie, je suis pas d'humeur. Exactement. Donc on va passer à la suite. Très bien. Ah vraiment en plus, ok d'accord. Bah ouais, j'ai dit ce que j'avais à dire. Oui. Ok. J'ai ce que j'avais à dire. D'accord Arnaud. Bah voilà. Enchaîne. Donc. Oui. Le second numéro qu'on aborde, il reste dans l'univers de Batman, mais il ne s'intéresse pas à Batman, mais il s'intéresse à un autre personnage plutôt populaire ces dernières années dans le Batverse. Je sais pas si je te dis univers Batman, personnage populaire sur lequel on tire beaucoup sur la corde, là comme ça on tire. Joker. Ah, c'est presque ça. Nightwing. Non plus. Catwoman. Ouais, genre Nightwing, qu'est-ce que tu racontes ? Genre on tire sur la. Harper Row. Tu te rappelles du film Nightwing qui devait arriver ? Génial. Bref, on parlait bien entendu d'Harley Quinn qui a droit donc à sa propre histoire également. Harley Quinn, écrit par Stephanie Phillips et dessiné par Simone Di Meo. Ma che. J'ai le droit. Je suis italien, j'ai le droit. Je t'ai déjà dit que moi j'ai le droit de le dire. Mais c'est pas que t'as le droit, tu fais toujours la même blague en fait. Tu trouves d'autres stéréotypes, je sais pas, des pepperoni. Mais c'est pas une blague. Vespa. Pepperoni. C'est Simone Di Mozzarella. Tu vois, je peux te le faire, pas de problème. Dandidio. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Oui. Bon, Harley Quinn. Parce qu'on rigole, attends, voilà, on fait des blagues, c'est la nouvelle année, tout ça, vraiment. Bientôt le Bataclan. Ou autre, non, je visais pas le Bataclan particulier, juste une salle particulière. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire du coup ? Je sais pas, une connerie sûrement. Qu'effectivement, mon one-man show arrive cette année, ça c'est une autre révélation. J'avais raison, c'était une connerie. Mais surtout que, donc, parce que c'est une très 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 bonne approche de Harley Quinn et que ça fait vachement du bien. Et alors, si on s'était dit un jour qu'il faudrait avoir un putain de futur alternatif pour avoir enfin une bonne lecture sur Harley Quinn, j'en aurais mis mon slip à manger, puisque... il est pas trop tard. C'est vrai, mais aujourd'hui je ne porte pas de slip. Donc, merci de nous rappeler ça, mais je crois que j'avais oublié. Arlene de Stephen Sejic, c'était quand même une des histoires qui était plutôt sympathique sur le personnage. On a la Harley Quinn de l'univers White Knight qui était quand même l'une des réussites de cet univers-là par Sean Murphy. Mais c'est vrai que la série régulière, alors on s'est tapé pendant des années ce doublet Connor Palmiotti qui était rigolo, un peu rafraîchissant au début, puis quand c'était 50 numéros pareil, voilà. Numéros, quoi, et après, ça a été chiant pendant 5 ans. Non. Non, peut-être pas non. peut-être pas non plus, mais quand même pas loin, c'est sûr. Et quand il s'était barré, c'est Sam Humphries qui avait repris un temps, puis c'était beaucoup mieux. Non, et voilà, et c'était la même chose, c'était pas terrible. Ah, ça m'a pris. Et donc, au bout de 75, t'as quand même eu 75 numéros au final de cette série-là. C'était long, c'était pas bien intéressant. En tout cas, si t'accrochais pas à ce délire-là, clairement, t'allais pas faire long feu. Donc, et surtout, c'était toujours dans cet esprit Deadpoolesque au final. C'est ça, c'est qu'on avait vraiment cette approche. Il y a un Deadpool dans la série Harley Quinn. C'est vrai. C'était Red Tool. Le Red Tool. Quand il parle, ça fait des formes d'outils. Voilà. C'était plutôt rigolo, ça, quand même. Oui, on est mort de rire. Mais... Pareil, 2 numéros. Et après, en vrai, une mini-série comme ça aurait été mortel. Et puis voilà. Mais le problème un petit peu, c'est que Harley Quinn, dans ses publications régulières, en tout cas, n'avait jamais forcément été prise vraiment très au sérieux, avec toujours cet angle de la folie en faisant un peu une personnage déluré. Même dans Suicide Squad, au final, elle est toujours très sassy, tu vois, à faire des répliques cinglantes, à faire un peu la folle et tout ça. Je trouvais quand même que dans le Suicide Squad de Tom Taylor, c'était un petit peu mieux abordé parce qu'elle était un peu plus calme. Mais pareil, la Harley Quinn de Injustice est mieux écrite que la Harley Quinn canon qu'on s'est tapé pendant des années. Là, par contre, avec donc ce premier numéro, approche très différente. Harley Quinn a été capturée.
Et c'est un certain Jonathan Crane qui s'approche d'elle et qui lui dit bon ben en gros si tu m'aides à résoudre des crimes, en tout cas à arrêter en fait des criminels qui sont encore en activité dans Gotham City, vu que toi t'es quand même une criminelle aussi qui s'y connaît très bien, et que surtout que t'es une psychologue, donc tu rentres très bien dans la psyché des super vilains, bah, si tu nous aides on va t'accorder une remise de peine grosso modo, façon c'est un peu le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est Le silence des anneaux. Je savais que t'allais faire l'erreur. Ouais, putain. Il y a des choses qui ne changent pas. Le silence des agneaux. Des anneaux. Tu sais, elle part avec une grosse épée bâtarde qui est des orques et des elfes. Je sais pourquoi. Bah, c'est original. C'est ça. Non, pardon, oui, c'est le silence des agneaux, pardon. On a vraiment, voilà, Harley qui est menottée, enfin, en camisole, dans une cellule avec une vitre. Donc, vraiment, l'iconisation est vraiment là. Gandalf et tout. Non, mais ta gueule. Et ben ma foi, ce que je disais, c'est que ça fonctionnait d'une part ultra bien, puisque enfin on se prête au jeu et que ça fait en fait qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir vraiment cet angle-là qui est utilisé, sauf peut-être, c'est vrai, mais c'est vrai que je l'ai plus trop poursuivi, le Harley Criminal Sanity en fait. Oui. De Camille Garcia qui utilisait aussi cette approche, puisque là-dedans tu avais vraiment Harleen Quinzel qui était profileuse avec la police, donc c'est quelque part cet angle-là qui est approché, et donc ça fait du bien de prendre le personnage plus au sérieux, et puis Simone Dimeo pour le coup patate rétinienne, hein, on vous a déjà vanté les qualités de cet artiste, et notamment sur le Creator Own qu'il est en train de faire avec Ali Wing qui s'appelle We Only Find Them When They're Dead, dont on a parlé dans un précédent Back Issues. Donc là il apporte vraiment son style très 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 manga en fait, un petit peu quand même dans l'approche, et aussi au port de l'animation avec cette colorisation très pop, très fin, très fluo, un choix de la mise en scène, enfin une science de la mise en scène même qui rend des effets numériques sur l'action aussi, alors il y a peu de flou par rapport à d'habitude, mais c'est quand même assez beau. Non, c'est super beau. Beaucoup justement, c'est triste parce quand on voit les planches de Rosmo qui vont arriver pour la série ultérieure, elle revient à un look plus rouge et noir, alors que lui il fait plus un style rose et bleu, et je trouve que c'est enfin une alternative assez rigolote, parce que c'est dans le futur. C'est dans le futur. Allez mon gars, dans le futur tout le monde a les cheveux roses et bleus, mais peut-être. Oui. Mais oui. Bien sûr. Tu verras dans 20 ans à quoi on ressemblera. Ah oui, putain, merde, j'ai très hâte. Là, je ressens plus de cheveux d'ici là, de toute façon. Donc, mais bref, c'est bien, c'est agréable, effectivement, de retrouver une Harley Quinn prise au sérieux. Même si, c'est comme tu l'as dit, c'est pas totalement inédit. Le côté super vilaine, qui est aussi une psychologue. Mais on l'a tellement peu utilisé récemment qu'en fait, c'est vrai que c'est assez rafraîchissant. Il y a encore une fois une continuité, une cohérence avec les autres séries de l'univers Batman, puisque Crane opère sous l'égide du magistrat pour capturer les super criminels qui restent dans l'ombre. Évidemment, comme on parle de gens qui chassent des personnes masquées, ça fait forcément référence à un personnage qui est connu pour son masque dans l'univers de Gotham City, qui a priori va être une menace bien. Et puis moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est souvent sous-exploité. Ouais, alors que là, il est bien vénère en plus. Ouais, il y avait déjà eu une thématique comme ça dans le volume de Redwood and the Outsiders. Non. Si Redwood and the Outlaws. Non, le deuxième volume où il était juste avec Bizarro et. Redwood and the Outlaws, oui. Ah ouais, encore. Ok, d'accord. Bah donc voilà, tu sais où il y avait aussi un arc sur Black Mask. Ouais, au début, ouais, bien sûr. Bah, du coup, je viens de dire qui c'était, super. Bah tant pis. Et où on l'a refait sinon. Non, c'est bon. Ok, d'accord, tu me dis. Et du coup voilà, c'est rare qu'on prenne au sérieux, c'est rare qu'on le mette autant en avant. Et effectivement, comme c'est un vilain qui est quand même à un niveau plus gérable, on va dire, pour un personnage comme Harley, et en plus ça évoque forcément le film Birds of Prey, mais dans une continuité qui tient debout, hein, c'est pas forcément idiot. Moi je trouve ça cool, c'est encore une fois la promesse de vivre un peu des à côté de la trame principale, mais enfin entre guillemets on pourra considérer que Harley est en canon, ce qui n'a pas toujours été classé ces dernières années, puisque finalement comme son univers absurde et second degré ne se prêtait pas à se canoniser avec le reste de la trame d'essai. Le piège étant que ça puisse partir comme les Suicide Squad d'autrefois dans un truc vraiment trop Bresson ou trop premier degré. Mais j'ai peu d'inquiétude par rapport à ça puisque la série va être assez courte, donc pour l'instant on sera déjà très heureux de voir Dimeo récupérer les clés d'un personnage qui lui correspond bien. Ouais, et pour le coup c'est rassurant par rapport au fait que ce soit Stephanie Phillips qui écrive la suite, donc à voir quelle orientation c'est, mais en tout cas c'était bien écrit. Et du coup, ça fait plaisir de voir donc cette autrice qui démarre, hein, qui a pas encore un énorme CV, en tout cas chez DC Comics, faire des débuts comme ça. Il y a Sensational Wonder Woman aussi qu'elle écrit sur les débuts, qui est un titre en digital first qu'il faudra aller inspecter.
été bon début, donc celui-là on recommande hein, clairement. On continue avec les héroïnes, mais avec une toute nouvelle personne, une toute nouvelle héroïne. C'est Wonder Woman. C'est qui ça? Mais ce n'est pas Wonder Woman que vous connaissez, puisque effectivement, alors là, ça se rapporte un petit peu à la conclusion de Death Metal, puisque grosso modo, c'est pas un spoil, mais en fait, Wonder Woman, Diana est ailleurs. Voilà, tout simplement. Et donc là, on est dans un futur où, du coup, on va dire que son absence a dû être compensée par la présence d'une autre Wonder Woman, mais qui n'a rien à voir avec Diana, puisque là, c'est Yara Flor. Donc une Amazone dans le sens, enfin elle est enfin une brésilienne hein, du coup, mais qui est née a priori d'un dieu de la rivière brésilien quoi. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste le mec, c'est une Amazone, mais en fait non, parce qu'elle vient d'Amazonie, tu vois, donc techniquement c'est une Amazone. Tu vois. Oui, oui, mais l'Amazonie. C'est là qu'ils sont forts hein, quand même. Mais l'Amazonie, c'est un vrai, Bah, il me semble. c'est une vraie Je région. suis pas géographe, mais je crois que c'est la région autour du fleuve Amazon. Ouais, mais je sais pas si quand tu es né là-dedans, je sais pas si tu es né. Enfin, du coup, je sais pas. Je sais pas. Je crois qu'elle est brésilienne. Voilà, les Brésiliens en tout cas, ça c'est sûr. Tout simplement. Voilà. C'est la première Wonder Woman sud-américaine. On sait que c'est la Wonder Woman de ce futur et donc ce sera une Wonder Girl du présent. Et c'est pour cela que DC a déjà validé avec la CW un projet de série télé autour de ce personnage en tant que Wonder Girl. Mais là, donc, c'est une Wonder Woman. C'est écrit et dessiné par Joel Jones. C'est mise en couleur par Georgie Belair. Voilà, donc équipe 100% féminine pour cette nouvelle super-héroïne. Oui, Corentin. L'Amazonie, donc, effectivement, est une région naturelle d'Amérique du Sud. Au sens strict, elle correspond au bassin amazonien, l'immense bassin versant de l'Amazone et ses affluents. Voilà, mais c'est une région naturelle, tu vois, c'est pas forcément délimité par un état. Donc, le climat amazonien est chaud et humide durant toute l'année, température moyenne. Ouais, j'ai compris, mais du coup, si tu es né en Amazonie, je crois que t'es juste, enfin, t'es pas forcément Amazone, t'es brésilien, mais tu. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais évidemment. du coup, c'est. Ce que je veux dire, c'est que c'est rigolo qu'ils prennent justement, entre guillemets, la vraie région. Parce que je sais même pas pourquoi les Amazones grecques s'appellent les Amazones, à part leur côté monté à cheval. C'est peut-être un truc étymologique. Mais bref, on va pas non plus. Voilà, nous ne sommes ni historiens ni géographes, hein, et ça nous manque, mais en tout cas, a priori, Joel Jones, elle a fait ses recherches un petit peu sur le folklore sud-américain et brésilien notamment, à en voir certains monstres ou certains personnages qui sont inclus dedans, mais là, grosso modo, ce qu'on nous fait comprendre, on nous explique pas trop d'où elle vient, comment elle a fait tout ça, parce que ça, ce sera certainement expliqué dans la série régulière qui lui sera apportée par la suite, mais là, en tout cas, elle descend dans les enfers pour aller margouler la gueule de Hadès, en tout cas, et en fait, c'est juste ça. C'est vraiment le principe, c'est on découvre le personnage, on essaie un peu de suivre sa caractérisation par rapport à ce qu'elle fait, à quelques actes un petit peu. Voilà, parce que le numéro s'ouvre sur un combat contre une hydre. Puis après, en fait, on va juste descendre avec elle aux enfers dans une version très particulière qui mêle à la fois un peu la mythologie grecque avec quelque chose de beaucoup plus contemporain. C'est vraiment un brassage de culture et d'influence. Grec, elle a un Pégase à elle, combat une hydre, tu vois. Oui. Pour l'instant, c'est quand même plus. Et t'as Charon t'as quand même une forme de Charon qui va transporter sur le Styx. Mais c'est un mélange, c'est quand même un petit mélange de certaines choses. Parce que ce personnage, notamment allié qui apparaît, lui, est clairement issu d'une mythologie brésilienne. Charon, c'est Pluton chez les Romains, c'est ça? Je ne me rappelle. Bon, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on était fort ou pas? Tout à fait, voilà. Donc non, c'est pas le problème. T'as vraiment en tout cas ce mélange de civilisation, voilà, qui mêle l'ancien et le nouveau, avec une Wonder Woman qui est pas forcément droite, je dirais. Enfin, elle n'hésite pas elle peut être en colère, à tricher un petit peu, tu vois. C'est ce que dit le texte, hein, c'est qu'elle est pleine de défauts aussi, quand même, qu'elle est pleine de failles et que faut qu'elle s'améliore. Mais je la trouve vachement attachante, en tout cas. Enfin, je sais pas trop dans ce que ça raconte pas énormément de choses en tant que tel, mais ça te présente quand même l'héroïne, et je trouve que si tu veux en fait s'y attacher et adhérer au concept du personnage, je trouve que ça fait plutôt bien le taf. Et par contre, d'un point de vue graphique, mais Arnaud n'en peut plus. Moi, si je peux me marier avec des planches de Joel Jones, je le fais, tu vois. C'est trop bien. Franchement, l'attaque de l'hydre, le cerbère, machin, enfin tout, il y a tous les éléments. Il y a beaucoup trop de planches qui sont super belles. J'adore de toute façon son style, et ça fait longtemps qu'on l'a pas vu non plus sur des planches intérieures. Moi, j'ai l'impression que ça fait quand même pas mal de temps depuis son passage sur Catwoman. Ouais, t'avais le début de Catwoman, mais Catwoman, ça restait très terre à terre, donc c'était un peu différent. La dernière fois qu'on l'avait vu, sinon, c'était sur le Batman de Tom King, quand il y avait justement cette aparté entre Batman et Wonder Woman. Ultra beau aussi, justement, qui allait vraiment un peu dans ce côté. Tu sais, il combattait éternellement des guerriers et tout ça. À la place du chevalier noir, enfin d'un chevalier noir. Ouais, et c'était mortel. Et là, justement, on la revoit. C'est pas Catwoman, c'est pas Lady Killer qui reste un peu plus terre à terre et tout ça, mais on est vraiment dans de l'épopée épique. C'est de la fantasy, quoi, et ça marche trop bien, quoi. Oui.
Voilà, bah moi je suis ultra chaud, je suis conscient des limites un peu scénaristiques parce que Joel Jones c'est pas non plus, enfin Catwoman tu vois c'était pas mal, c'était pas non plus complètement, c'est pas le feu en tout cas je trouve en termes de scénar. Je suis beaucoup plus fan de son Lady Killer par exemple, mais qu'elle coécrit, enfin qu'elle écrit pas toute seule quoi. Et là pour le coup je suis conscient que ça raconte pas grand chose, mais par contre c'est tellement bien dessiné et ça reste fun, tu vois, je me suis marré, tu vois, je trouvais ça entraînant. Il y a Rafleur du coup j'y crois, tu vois, je me dis ok, vendez-moi d'autres histoires avec elle. En tout cas, j'ai envie de lire la suite. Et pour le coup, bah, je pense que l'objectif, quand même, pour présenter quelqu'un que tu n'as jamais entendu, qui sort un petit peu quand même de nulle part, bah plutôt carré, quoi. Ouais. Voilà. Tu veux donner ton avis peut-être, Ouais, j'ai Corentin? pas forcément envie de salir ce bel enthousiasme. Bah si, tu peux, salis-moi, vas-y. C'est vrai, je peux. Salis mon enthousiasme. Je me remets en slip d'abord. Non, alors, effectivement, comme tu dis, elle est pleine de défauts et ça raconte pas grand-chose. Et moi, en fait, j'ai buté sur ces deux trucs-là. C'est que, de la même façon que The Next Batman, quelque part, du coup, manque d'une introduction ou d'une origine qui permette de comprendre un petit peu où te situer, je trouve que la série va peut-être un peu trop vite en besogne. C'est-à-dire que là, à peine elle arrive, on sait pas vraiment qui c'est, on sait qu'elle veut foutre la merde, que elle a tué une hydre, ce qui apparemment est pas très bien vu au niveau du panthéon des dieux, et cette espèce de petite créature qui, bon, j'imagine, appartient au folklore sud-américain ou brésilien des elfes locaux, je ne sais pas. Voilà, puis elle veut empêcher un pauvre sumo de prendre le Styx à sa place, et ça c'est pas très gentil, et j'étais pas très content du tout. Par contre, j'ai rigolé effectivement quand l'elfe en question baragouine avec l'espèce de caissier, enfin de guichetier qu'il y a aux enfers, tu sais, qui lui parle. Et en fait, qui flirte avec la petite elfe et qui fait plein de blagues et compagnie, mais comme il parle en démon, on comprend pas ce qu'il dit. Et du coup, bah, l'interaction est assez marrante, je trouve. Mais je vois que tu m'écoutes pas du tout là. Mais... non, mais tu peux, dis-le parce que si les gens n'entendent pas en fait. Tu vois pas sur ton téléphone comme moi, tu vois. Ouais. Du coup, tu passes pour un mec sympa, faut que t'es un vrai enfoiré. Non, je suis quand même un mec sympa. Et alors c'est effectivement très joli, par contre là c'est encore une fois, je suis désolé, je ne suis pas Christina Cordula, je ne suis pas Karl Lagerfeld, mais je trouve encore une fois que le costume est pas foufou quoi, enfin c'est une sorte de body, de maillot de bain croisé avec l'esthétique Amazon de l'or un petit peu, et des espèces de dorures qui portent partout. Je sais pas, je trouve pas ça dingo. C'était de l'argumentation. Ouais, hein. Mais tu sais, on va faire une formation pour développer l'art critique, hein. Notamment, tu sais, on a fait un numéro The Pulse sur la critique. Alors, premier... Mais si je faisais une critique à l'écrit, je me documenterais sur... Parce que là, je te vois très bien, je te vois tellement écrire. Alors, concernant le costume, bof. Non mais grosso modo, là, je trouve que c'est un peu flemme, on va dire. Et même le design, on va dire proprement dit, je trouve qu'il est encore un peu le cul entre deux chaises parce que on est encore dans cette espèce d'entre-deux à la fois grec, à la fois sud-américain, alors que moi, justement, comme on en a parlé, ta gueule, comme on en a parlé, j'espérais un truc qui fasse vraiment plus mythologie, je sais pas, amérindienne, maya, c'est un truc enfin, ou même juste, bah, tu sais, comme les Mexicains qui sont vachement emparés du folklore un petit peu natif, pour le mélanger avec les croyances chrétiennes par rapport à la mort, par rapport à ses peintures de visage, etc. Là, j'espère un truc qui aille plus loin, et effectivement, je trouve que, comme tu dis, c'est un mélange, et qui, à mon avis, pour le moment, manque justement de vrai renouvellement théologique, on va dire. Mais je pinaille, hein, bien sûr, parce que le numéro est sympathique. Hein, et au niveau de la colo... Ah non, mais ça, t'as pas le droit. Madame Belair. Mais putain, elle est eisnerisée de ouf. Qu'est-ce que tu veux lui reprocher? C'est criard, gros. C'est pas criard. Le fond jaune pisse vert, là. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas Jojo, mais franchement. Non, ça rend pas bien. Mais que quelqu'un lui enlève ce micro. Tu vois, je t'avais dit que je voulais pas donner mon avis pour pas t'énerver, là. Ça, mais tu m'énerves. Non, tu m'énerves pas. Je reçois la critique de façon sereine et saine, même si elle n'est pas comme la mienne. Non, mais voilà, après, c'est un numéro agréable. J'attends plus la série Wonder Girl proprement dite. Celle de la CW. Non, pas celle-là. Où on pourra suivre un petit peu comment Jones va construire son héroïne et la mener vers ce point-là. Pour l'instant, j'ai pas le coup de cœur que j'espérais avant, parce que j'ai vraiment des attentes par rapport à ce numéro-là. Non, mais c'est avant. Ouais, non, mais continue. Là, tu vois, elle veut dérober un sumo de sa pièce pour prendre le Styx, quand même. C'est quand même pas très gentil. Bah ouais, mais alors c'est cool. C'est cool d'empêcher les gens d'aller au paradis. T'es un enfoiré, Arnaud. T'es vraiment de droite. Hein. On sait pas ce qu'il a fait, ce sumo. Ça se trouve, c'était un bâtard. Bah oui, mais bon, il m'a quand même radé un livre après la mort. Non, mais le design. Mais non, mais justement, c'est justement, c'est là pour montrer qu'elle est, voilà, qu'elle est pas comme la Wonder Woman que tu as l'habitude de connaître. Je vois l'intention. Je m'en fous qu'elle pique la pièce au sumo. Voilà, cette parure là, franchement, je trouve ça dégueulasse.
Non, franchement, c'est pas joli. Et puis, il n'y a pas une harmonie dans la couleur parce que t'as un peu l'espèce de bulle rouge qui envahit l'espace. Le rouge sur vert. Qui fait ça? Arnaud, je pose la question, sincèrement. Le drapeau. Brésilien? Non, il n'y a pas de rouge dessus. Non, il y a pas de Désolé, rouge. frère. J'aurais aimé t'aider, mais. Du coup, non, voilà, après, si vous voulez vous trancher dans la vie d'Arnaud, allez-y. Sinon, voilà, si vous n'êtes pas forcément aussi jouasse, moi je dirais que c'est sympathique sans plus. C'est pas encore une grosse tartine dans la gueule. Voilà. Tu vois, voilà, je t'ai dit. Moi, je coupe ce podcast. Ça sert à rien. On peut pas discuter avec toi. Mais je t'ai dit, j'étais pas obligé de donner mon avis. Je rigole. Je rigole. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, purée. Non, mais du coup, je vais te rendre l'appareil. Non, mais ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir te rendre l'appareil avec le dernier numéro dont on va causer, qui est donc le Future State Swamp Thing, écrit par Ramvi et dessiné par Mike Perkins, qui reprendront d'ailleurs Swamp Thing pour une série régulière pour le Infinite Frontier. Donc a priori ça part d'un projet quand même scénaristique qui devrait avoir des liens avec Future State dans tous les cas, et qui est le numéro 1 qui se passe le plus loin dans le futur, puisque là on se passe vraiment des millénaires après. On est, je crois, en l'an 4000, quelque chose comme ça, puisque DC Comics avait sorti une timeline vraiment de Future State pour un peu indiquer qu'est-ce qui se passe à quel moment. Non, mais c'est bien 4000 ans, je m'en souviens. Ouais, non, mais c'est enfin tranquille, me coupe pas quand je parle, quoi. Et donc Reste bien avec Swampy. Oui, bah du coup, vas-y, dis de quoi ça parle ce numéro nul à chier là. Alors ça parle du futur. C'est l'état du futur, grosso modo. C'est le future state. C'est-à-dire que l'humanité a une crise écologique. Ouais, voilà. Et que du coup, les humains ont quasiment tous disparu. Alors tu vois que c'est à mi-chemin entre une ère glaciaire dans certaines parties du monde, et dans le reste, c'est vraiment juste des no man's land où l'humanité est vraiment réduite à peau de chagrin. Alors que, à l'inverse, Swamp Thing, lui, a eu une sorte de descendance. C'est pas vraiment expliqué pourquoi ni comment. On explique que plus ou moins des feuilles seraient tombées de son corps. Pardon. Et aurait enfanté d'autres créatures pareilles à lui, mais pas forcément des avatars du Green. C'est plus des créatures humanoïdes qui, justement, sont des créatures, des hommes plantes et des femmes plantes. Donc voilà, une jeune femme plante, une jeune fille plante lui pose la question de comment le monde en est arrivé là. Swamp Thing, a priori à l'Ecoland, quoique évidemment ce soit pas vraiment à l'Ecoland, lui pose la question, il raconte un petit peu comment c'est arrivé, et lui reste encore attaché à l'idée qu'il reste des humains sur Terre, qu'il faut les trouver, essayer de collaborer avec eux, ou de sauver l'espèce de l'apocalypse. Donc il y a vraiment un côté la planète des singes. Swamp Thing, c'est clairement César après le désastre, qui quelque part, parce qu'il a été élevé par des hommes, ou parce qu'il lui-même a été un homme, en l'occurrence dans le cas de Holland, continue à voir entre guillemets ce dinosaure qu'est l'espèce humaine, pour essayer de ne pas la condamner au désastre. Donc c'est un numéro qui est très froid, qui est très poétique, qui est très fin du mondiste. On voit clairement que Swamp Thing, c'est une sorte de dieu parmi les siens, puisque tout le monde l'appelle le père Green, enfin le Green Father. Il est toujours aussi puissant, quoi qu'il soit un peu plus vieux, et on te fait comprendre que il reste une sorte de bastion d'être humain, comme dans la planète des singes, qui va devoir un peu mener bataille en utilisant les pouvoirs des derniers super-héros qui restent, et parmi lesquels, évidemment, il y aurait un certain super méchant de l'univers de Swamp Thing. Je pense que vous aurez compris de toute façon qu'avec Swamp Thing, il n'y a pas 40 choix possibles. Et voilà, il y a un petit côté un peu, comment dirais-je, shakespearien dans la présence du personnage de Blue, qui est un petit peu le prophète, justement, qui t'explique qu'à cavaler après les humains, les plantes finiront par causer leur propre perte, puisque l'humain est l'ennemi naturel du monde de la nature. Donc je trouve ça assez puissant de la part de Ramvi, qui est un mec qui justement en général va chercher assez loin sur la nature humaine, de poser directement l'idée que ça va mal finir parce que l'humanité ne peut pas respecter la nature, que c'est dans son ADN, que c'est dans sa nature justement profonde, et que il est difficile d'imaginer pour Swamp Thing, qui reste une sorte de grand poète, enfin d'âme poétique grosso modo, qui veut entre guillemets protéger les derniers restes de l'espèce humaine, que ça ne mène pas la mort sur sa famille et sur son clan. Donc voilà, c'est assez fantasy, c'est très post-monde, il y a un propos qui est utile, pertinent et intelligent, et ça annonce entre guillemets quelque chose d'assez grand en termes de bataille finale, on va dire.
et de propos qui, encore une fois, c'est difficile d'être contre Swamp Thing plus le temps avance, parce que plus le temps avance, plus ça devient un héros pertinent. Dans la façon dont il personnifie les plantes, ce qui est quand même assez rare dans le monde dans lequel on vit en termes de fiction. Il y a quand même peu de personnages qui, comme ça, symbolisent la nature, qui symbolisent les éléments, symbolisent l'écologie au sens premier du terme, par rapport justement à ce débat sans fin qui est le réchauffement climatique, qui est la montée des eaux, qui est l'air glaciaire qui nous pend au nez, etc. Enfin bref, la collapsologie et compagnie. Donc moi qui suis un fan de la planète des singes, j'ai adoré. Arnaud qui est hors de ça a détesté, mais Arnaud est une merde qui ne porte pas de slip pendant les podcasts. Donc j'espère que vous voulez avoir son avis maintenant. Non, bah non. D'accord. Okay. Vu le portrait élogieux et absolument pas mensonger que tu viens de faire de moi, j'ai envie de dire que voilà, ça n'intéressera personne. Non, après moi j'ai été séduit aussi par cette proposition, enfin c'est du post-apo quoi, vraiment, avec une humanité qui se réfugie et où c'est vrai que c'est bien d'avoir donné un peu une progéniture à Swamp Thing, dans le sens où c'est pas comme si ça n'avait pas déjà été fait de lui donner des semblables. C'était notamment Charles Soule qui l'avait fait aussi dans son run. Mais dans le sens où, ouais, c'est mieux de pas forcément le laisser en héros solitaire forcément trop longtemps, surtout quand ça se passe en l'an 4500. Donc, tu peux imaginer que s'il avait été tout seul, ça apporte un petit peu moins et de cœur, on va dire. Et surtout que tu pourrais pas avoir forcément les mêmes conflits si le personnage restait tout seul, quoi. Notamment par rapport à comment s'entendent ses protégés. Je suis pas forcément fan quand même du chara design de tous ces personnages-là. J'ai pas trouvé ça ultra. Ils sont très humains, quoi. Ouais. Par rapport justement à ceux dont tu parlais par rapport à Saul, où c'était tous des Swamp Thing, c'était des avatars, de structures arborescentes différentes. Il y en a un qui était en algues et tout. Là, effectivement, oui, c'est. Après, c'est pas justement, c'est que c'est pas des élémentaux de plantes en fait. C'est vraiment juste des. Et pour moi, en fait, et c'est pour ça que le comparatif est intéressant avec la planète des singes, c'est que justement, en fait, ça t'explique qu'une fois que l'humanité aura fini par se tirer une balle dans le pied, puis le genou, puis le reste du corps, la Terre finira par se reconstruire autour des plantes, et quelque part, les enfants de Swamp Thing représentent la reprise de pouvoir de la nature une fois que le monde est débarrassé des humains. Mais lui, justement, c'est un témoin de ce passage-là, tu vois. C'est pour ça que c'est lui le patriarche. Et quelque part, je me demande même s'il va pas essayer de nous caler un Floron Hickman ou. À terme, plutôt dans la série régulière, je pense. Mais ce serait intéressant pareil, tu vois, voir une Poison Ivy ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, d'autres personnages qui sont justement des allégories du vivant végétal, on va dire. Après, je te dis pas que j'ai eu un coup de cœur. Hein. Effectivement, c'est très académique la façon dont il prend la série en main. Tu l'as pris comment un peu cette forme de parenthèse qu'il fait sur plusieurs planches à essayer d'expliquer un petit peu l'anatomie, le fonctionnement anatomique, mais d'un point de vue végétal où il refait la leçon d'anatomie, mais là il va carrément d'un point de vue très scientifique quoi, vraiment. Ça t'a pas plu ça? Non, je t'ai demandé comment est-ce que tu l'as compris. Moi pourquoi il fait ça. En fait, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire parce que le numéro commence où il explique qu'il a dû réapprendre à parler. Et on t'explique aussi dans le numéro que la façon dont les personnages de plantes se parlent, les humains ne le comprennent pas. Donc je sais pas, on peut imaginer que c'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, pour le coup, où quand les arbres parlent, ils le font avec des espèces de bruits de branches et tout. Et je me suis juste posé la question, est-ce que c'est pas une sorte de propos un peu bio-organique ou de réflexion, encore une fois, sur ce qu'est Swamp Thing, tu vois, une sorte de créature qui est plante dans ce cas, surtout de réfléchir à dire, mais en fait, si vraiment on avait des plantes qui étaient vivantes et qui arrivent à communiquer entre elles, comment elles le feraient en se basant sur une forme d'anatomie anthropocentrée, mais qui a quand même ses différences, puisque le système végétal ne se développe pas du tout avec les mêmes matières qu'un système animal. Sachant qu'en plus, c'est faux dans une certaine mesure, puisque dans le volume de Alan Moore, on t'explique bien qu'en fait, quand tu ouvres Swamp Thing, il n'y a rien à part des racines et de la terre. Hein. C'est une déconstruction de la leçon d'anatomie. C'est une contre-leçon d'anatomie. Ouais. C'est-à-dire que Ramvi il est en train de prendre Alan Moore, il fait. Ouais, casse-toi, petit. C'est ça. Ouais. Non, mais je me demandais juste ton avis là-dessus. Ça m'a désarçonné, j'ai pas trop compris, effectivement. Peut-être que ça aura un rôle plus tard. Peut-être qu'il va continuer à filer la métaphore au fur et à mesure des numéros pour. Peut-être expliquer que le Swamp Thing est une créature mortelle aussi, parce qu'on voit que les créatures plantes peuvent se faire tuer dans ce monde-là. Peut-être qu'il y a un truc par rapport à ce que normalement, pareil, Swamp Thing ne peut pas se faire tuer. C'est une fois qu'il perd son corps, il se connecte à la nature et il s'en recrée un. Et il revient. Donc là c'est peut-être un changement de paradigme un petit peu. Après, il faut voir avec aussi l'arme avec laquelle ce personnage a été tué et de voir si ça a une incidence par rapport notamment aussi à ce qui est révélé à tout ça. Mais ça, on n'en dira pas plus. En tout cas, c'était joli. J'aime bien Mike Perkins. Je trouve que son ancrage, son style très ancré, tout ça, ça colle bien avec ce genre d'atmosphère, ce genre de personnage aussi. Donc là-dessus, il n'y avait pas trop de doute de toute façon, vu l'équipe artistique, que ça allait pas être à minima bien. Tu vois, c'était même pas correct. C'est
juste que c'est bien, tu vois. Tu veux lire la suite de toute façon. C'est un truc. Puis enfin, on va pas bouder sur le fait d'avoir du Swamp Thing de façon plus régulière que ces dernières années, puisque quand même c'était un peu période de vache maigre, comme si tu me permets cette comparaison biblique. Oui, je te la permets. Voilà, c'est autorisé. mais donc voilà, non, bah du coup je ne déteste pas du tout, hein, moins sensible que toi sur ce côté Planète des Singes peut-être, parce que j'ai pas du tout le même rapport à l'offre que toi, mais très satisfaisant. Malgré tout, donc. Après, par contre, je me demande combien de temps ça peut durer, entre guillemets, puisque là, quelque part, ils teasent déjà une bataille finale pour les dernières formes de vie qui restent sur Terre. Après, c'est du numéro. Hein, oui, mais la série suivante, si elle suit la collapsologie, ça va pas être très joyeux, tu vois. Bah, on va voir. On verra bien en mars 2021 ce que ça donnera. Moi, je suis curieux. Moi, je pense qu'il a clairement des idées. C'est quand même quelqu'un qui sait qui a des idées, ouais. Voilà, qui en a clairement. Donc, je suis pas trop inquiet. Et justement, c'est pas une mauvaise chose de ne pas savoir du coup comment va se profiler quelque chose qui sort dans 3 mois. Hein. Moi, c'est bien d'être un petit peu dans l'expectative aussi. Et ça manque justement avec l'industrie des comics par rapport à leur mode de publication. Donc, pour le coup, non, je suis assez serein de pas savoir, du coup, de pas trop au courant. D'accord. Je pense que pas de crochet par Superman, on est sûr. Non. D'accord, ok. Non. Tu me dis sinon. Non. D'accord. T'es sûr? Bon, allez, vas-y. Je sais que t'en as envie, un petit peu. Mais c'est rapidement. Je pense qu'on. Donc c'est le Superman, Man of Tomorrow. Alors l'histoire principale, elle nous est écrite par Sean Lewis. Ouais. Et elle est dessinée par John Timms. Encore lui. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je voulais en parler. Je l'avais teasé au précédent podcast. C'est vrai. Bah alors vas-y. Et voilà. Alors l'histoire principale, grosso modo, décrit encore une fois un futur en crise dans lequel l'humanité est en train de se piéger elle-même, comme à Gotham City et comme dans la vraie vie. Et pour entre guillemets protéger les humains d'eux-mêmes, John Kent, qui est celui qui a hérité du costume de Superman officiel, on va dire, est obligé plus ou moins de piéger l'humanité dans un format un petit peu réduit comme Kandor, parce que c'est la seule chose à faire. On t'explique bien que c'est la seule chose à faire. Donc là, on voit effectivement la proposition artistique de départ qui va servir après à nourrir d'autres séries Superman, puisqu'il y a évidemment des personnages de super-héros qui sont enfermés dans Metropolis. C'est très laid, c'est vraiment pas beau, ça pique les yeux, c'est moche à en crever. Je préférais me planter un coup de tisonnier dans les yeux plutôt que de revoir ça. J'exagère pas du tout. Non, vraiment, le style de John Timms ne me plaît pas outre mesure. Il crée un vilain en plus pour l'occasion qui est Brain Cells, qui est une sorte de dérivation de Brainiac, qui est donc une grosse boule verte avec plein de bouches et de dents, qui est peut-être le design le plus flemmard que j'ai vu depuis très très longtemps. Là pour le coup c'est vraiment nul. Mais bref, le propos est posé, donc voilà, effectivement, l'humanité risque de se tirer dessus. John Kent là réduit la ville de Metropolis, qui évidemment, parce que Brain Cells dérive de Brainiac, va devoir protéger, entre guillemets, la ville en l'extrayant de la Terre, on va dire. Et voilà, donc ça c'est pour l'histoire principale, c'est vraiment pas super intéressant, puisque c'est en fait vraiment juste un placeholder, grosso modo c'est juste là pour t'expliquer, pour te donner ce point d'accroche qui quelque part manque un petit peu aussi aux séries Batman, tu vois, c'est que là pour le coup c'est très introductif, puisque justement tu pars d'un truc qui est juste l'élément déclencheur des autres séries. Voilà, il y a Supergirl aussi qui est dans cet univers-là. Je sais plus si elle se fait appeler Superwoman ou pas, mais grosso modo, c'est bien Kara. Voilà, baston de Kryptonien, ça n'a pas grand intérêt. Honnêtement, le numéro est pas terrible. Par contre, comme je disais tout à l'heure, les compartiments annexes, pourquoi j'ai dit ça, les séries annexes plutôt, donc que sont The Metropolis Menagerie, que j'ai déjà oublié l'équipe créative, et le Gardien, Guardian of Metropolis. Oui, le Guardian, c'est ça exactement. Donc ils sont deux personnages qui viennent des Seven Soldiers of Victory de Grant Morrison. Donc c'est le Mr. Miracle afro-américain, donc qui n'était pas le Mr. Miracle de Scott Free, mais l'autre, dont encore une fois, voilà, le nom va pas me revenir. Lui et le Guardian sont bloqués dans Metropolis sous verre, et donc on voit un petit peu comme dans la série Under the Dome, et le roman Under the Dome de Stephen King, comment va réagir l'humanité qui est un petit peu prise dans la nasse, on va dire, de les technologies de Brainiac. Donc le numéro sur le Mr. Miracle est très joli à regarder. C'est un dessinateur qui m'évoque beaucoup David Ara, en peut-être un peu plus grossier, mais qui est quand même assez agréable à l'œil et qui justement contrebalance incroyablement avec le style de John Timms. Shiloh Norman, du coup. Merci pour ce Mr. Miracle-là. C'est intéressant d'ailleurs que la série justement ait deux points de vue de Superman noir à Metropolis pour protéger la ville pendant qu'un super-héros blanc a foutu la merde.
Peut-être qu'il y aura un propos là-dessus, peut-être pas, je ne sais pas encore. Mais c'est plutôt agréable. Et le Guardian, pareil, il y a un style graphique qui est assez joli. C'est agréable de retrouver ce personnage-là qui est justement une sorte de croisement entre une sorte de policier et Captain America, on va dire, qui va juste jouer de son bouclier pour essayer un petit peu de garder la ville en ordre, parce qu'évidemment les gens veulent péter le mur pour se barrer, les gens paniquent, les gens ne savent pas vraiment où s'en sortir. Ça fait penser un petit peu à Batman No Man's Land, tu vois. Dans ce côté, en fait, il est arrivé un drame sur une seule ville et on suit différents points de vue individuels de petits super-héros qui n'ont pas forcément les moyens de changer les choses. Sur la gestion au quotidien, au jour le jour, de comment est-ce que les citoyens réagissent à cette nouvelle-là. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a je regarde, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de David Ara dans Valentine Delandro, qui s'appelle du coup cet artiste. Voilà, et tu peux me retrouver du coup suite The Guardian aussi, Banquier. Ouais, c'est ce que je recherche. Voilà, qui est aussi pas dégueu du tout et qui justement d'ailleurs colle bien avec le style des Seven Soldiers, donc la partie sur le Gardien. Donc c'est pour le coup un numéro qui finalement présente l'extrême inverse de The Next Batman, puisque la série principale, alors bon, je sais qu'il y a des très gros fans de John Lewis, moi j'en fais pas partie. Peut-être que vous avez vu un truc dans ce numéro que moi j'ai pas forcément suivi. Il y a effectivement un propos sur la crise sociale et sur l'humanité, mais qui est très d'ailleurs commun à toute l'œuvre de Sean Lewis. Mais derrière ça, je trouve quand même que pour l'instant, c'est les à côté qui sont intéressants. Alors a priori, c'est ceux qui vont durer le moins longtemps, c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. Mais quelque part, je conseillerais quand même de l'acheter pour avoir effectivement ce petit sentiment No Man's Land de une population qui est piégée et qui doivent s'en remettre à de plus petits héros qui font un travail de justice un peu plus quotidienne. Donc c'est vraiment agréable et finalement, si ça devait se poursuivre dans la durée, ce serait une proposition très intéressante pour le statut de Metropolis précisément. Ouais, du coup en termes d'artistes, on a deux en fait. D'un côté, tu as Cully Hamner qui est dessus, qui avait notamment fait la mini-série Batman and the Signal chez DC Comics, et de l'autre côté, c'est Michael Avan Humming. Ah bah voilà, ouais, ok. Je sais pas si tu te rappelles de son Kev Carson. Cybernetic Eye. Ouais, c'est ça. Bien sûr, ouais, c'est très bien. Mais même Powers. Oui, avec Bendis, ouais. Voilà, bah là, il s'en sort très bien, justement. Ah, oui, ça, j'aurais dû le reconnaître, en fait. Effectivement. Donc, c'était vraiment voilà, un numéro, finalement, plus intéressant que prévu. Même si je pense qu'il faudra vraiment attendre un petit peu le groupe de Superman un peu plus en vue, on va dire, pour voir un petit peu ce qui se passe. Comme The Next Batman, il faudra voir un petit peu où sont les grosses têtes d'affiche pendant que, justement, on a ces espèces d'introductions un petit peu parcellaires où on manque quand même de contexte. On manque vraiment de contexte par rapport, justement, à la situation de John et compagnie. Voilà. Très bien. Merci Arnaud. Bah écoute, on va conclure là-dessus. En tout cas, on parle pas du futur State of the Flash cette fois-ci. On fera peut-être un bilan plus le mois prochain. C'était pas, enfin, moi je t'avoue, je suis pas allé c'est pas joli en plus. Ouais. Pas celui qui m'intéressait le plus de toute façon, mais en tout cas voilà, c'est un petit bilan pour la VO là qui sort en ce moment. Donc on essaiera de vous faire des numéros un peu plus poussés en ce début d'année parce que voilà, c'est Future State. Faut un petit peu essayer de mettre ça en avant malgré tout et de voir qu'est-ce qui est proposé. C'est quand même, c'est malin, tu vois. Ils font un event de 2 mois, puis après ils font leur relaunch comme ça. Ils sont sûrs que pour les 3 premiers mois de l'année, on parle beaucoup d'eux. Bien joué DC Comics, vous êtes très fort. Bande de petits filous. Mais ne vous inquiétez pas, dans les prochains Back Issues VO aussi, on vous remettra le couvert sur des séries indé également, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent et qui continuent de se passer. On espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires si vous lisez de la VO, si vous avez un retour à faire également, ou si vous comptez en faire, enfin si vous comptez en lire prochainement, de dire qu'est-ce qui vous intéresse le plus par rapport à ce qu'on en a discuté ou pas. Vous pouvez partager l'émission à peu près partout, sur Twitter, Facebook, Instagram, dans la vraie vie, je sais pas, coller des stickers, First Print, partout où vous pouvez. N'oubliez pas que ce sont avec ces partages, surtout que vous pouvez aider l'émission à croître, à grandir et à se pérenniser. Merci en tout cas de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain numéro de First Print. Salut.